Allez, nous repartons sur le terrain avec vous, Manu Lincoln. Nous avons en direct sur Film Guinée et la Mirador, M. Baouri, président de l'UDRG. Bonjour, M. Ba. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs et aux téléspectateurs. Bienvenue. Allez-y, Lincoln. Alors, M. Ba, vous avez suivi le dernier sommet de la CEDEAO, mini-sommet à Bissau, où le Nigérian Tinubu a pris la commande de l'organisation régionale qui désormais voudrait une nouvelle politique avec les juntes au pouvoir à Conakry, à Bamako, mais aussi du côté de Ouagadougou. Bien. Quelles pourraient être les marges de manœuvre de M. Tinubu face à ces trois États? Bon, vous savez, la CEDEAO, sous la présidence de M. Oumbalo, avait des relations relativement crispées avec les autorités de Conakry. Bon, avec l'arrivée de M. Tinubu, le nouveau chef d'État nigérian, je pense qu'il va faire preuve de beaucoup de pragmatisme. Bien entendu, les principes sont réitérés puisque le Nigeria, depuis très longtemps, est dans une logique de ne pas aller au-delà des 2 mandats constitutionnels. Oui. Et l'alternance politique est stabilisée, surtout dans les pays anglophones comme le Nigeria, le Ghana. Et la dernière décision du président Macky Sall, qui rejoint ainsi la dynamique instaurée par le président Issoufou du Niger, va renforcer l'élan du respect des normes démocratiques dans la sous-région. Bien. Donc, c'est de bon ton que le Nigeria réaffirme son leadership et M. Tinubu veut encore affirmer que Nigeria is come back. Oui. Donc, c'est tout à fait logique. Bien. Maintenant, les marges de manœuvre, la Guinée n'a pas fondamentalement, à l'heure actuelle, des problèmes majeurs avec la CEDEAO. La seule chose qui est encore, qui fait l'objet de tiraillements, Oui. c'est la question du financement. Parce que la CEDEAO avait promis qu'elle allait mobiliser la communauté internationale pour apporter son concours pour le financement des étapes de la transition. C'est Effectivement. à ce niveau-là que ce n'est pas encore le cas. Et je pense que c'est ça qui fera l'objet lors du prochain sommet de discussion pour que la CEDEAO concrétise, disons, son engagement auprès des autorités guinéennes. Bien, Manu. Ouais. Sur un tout autre aspect, c'est que vous avez parlé tantôt du cas Ambalo qui a quand même été, on le reconnaît, assez dur avec ces juntes, mais surtout avec Conakry où des sanctions sont tombées, des interdictions de voyage notamment, des sanctions qui, il faut le relever, n'ont pas porté du tout fruit. Et après, Tinubu qui arrive aussi avec un discours, on va dire, assez musclé, entre guillemets, va-t-en-guerre. Est-ce qu'il ne risque pas, en reproduisant les mêmes méthodes, de repousser finalement ces trois juntes égales dans leur méfiance et entretenir le même climat que celui qui a été sous Ambalo, donc je dirais le statu quo? Bon, vous savez, les anglophones sont beaucoup plus pragmatiques que les francophones. Et ils savent où se trouve l'essentiel. Et de ce point de vue, le Nigeria et M. Tinubu va être pragmatique et va prendre en charge de manière effective les questions. Non pas sur le plan sentimental ou avoir une attitude partisane, mais surtout avoir une logique de la stabilisation institutionnelle de l'espace CEDEAO, parce que c'est par ce biais-là qu'il pourra affirmer son leadership personnel et le leadership du Nigeria. Donc, je pense qu'ils feront preuve de raison et de responsabilité et ne vont pas entrer dans une logique conflictuelle au gré de certains intérêts qui n'ont rien à voir avec les intérêts des États eux-mêmes. Bien, Djaray. Vous parlez de pragmatisme de la part des pays des anglophones, justement. De ce point de vue, quelle pourrait être la carte que Tinubu pourrait jouer dans ce sens? Non, en ce qui concerne notre pays, c'est d'apporter l'appui nécessaire, l'accompagnement politique, technique et financier au niveau de la CEDEAO
et que la CEDEAO aussi contribue à la mobilisation de l'ensemble des partenaires internationaux pour permettre à la transition guinéenne de dérouler son programme comme convenu. Donc, de ce point de vue, il n'y a pas de problème. Là où il y a des problèmes, c'est par rapport au Mali et par rapport au Burkina. Ce sont des pays qui sont aujourd'hui au-delà de la question de la transition, dans un contexte sécuritaire préoccupant et aggravé. C'est l'existence des États qui sont menacés aujourd'hui, où pratiquement ce que nous craignons, c'est qu'il y ait des guerres civiles qui s'instaurent dans cet espace. Et comme vous le savez, le Mali est un grand ensemble et ce qui peut arriver au Mali de fâcheux peut éclabousser l'ensemble des pays de la région. Vous avez vu de Mali, on est passé à la déstabilisation du Burkina, à la déstabilisation relative du Niger, et le sud du Togo, de la Côte d'Ivoire et du Bénin sont menacés. Nous, notre frontière orientale, surtout du côté de la Haute-Guinée, ce sont des zones qu'il faut avoir à l'œil parce que la propagation du conflit au Mali aura des impacts négatifs par rapport à notre sécurité nationale, surtout au niveau des frontières orientales. Donc tout cela fait qu'il faut avoir un autre regard, une autre attitude, et que la CEDEAO s'implique autrement pour ne pas être spectatrice de la dislocation des États dans notre région. Bien. Peut-être avant de passer la parole à Talibé, je reviens sur la perspective qui est celle pour la CEDEAO de mettre en place une force pour lutter contre le terrorisme d'une part, mais aussi pour éventuellement, quand c'est nécessaire, rétablir dans les États en transition l'ordre constitutionnel. Et on apprend que d'ici la fin du mois d'août, le Nigeria accueillera une session extraordinaire donc de la CEDEAO au sujet de la mise en place de ce qu'on appelle au sein de l'institution sous-régionale une force cinétique dans le cadre de la force en attente de la CEDEAO. Qu'est-ce qu'on peut attendre éventuellement d'une telle force qui est en téléchargement? Est-ce qu'elle sera même d'apporter la solution qui est attendue à la question des coups d'État? C'est-à-dire que lorsque c'est nécessaire, lorsque les transitions s'enlisent, que cette force intervienne pour rétablir l'ordre constitutionnel. Est-ce que vous y croyez, M. Bahouri? Bon, pour un besoin de la clarification, il faut d'abord restituer tout cela dans le contexte. La question de la sécurité au Mali est antérieure à la transition qui est intervenue. Idem pour le Burkina. Mais l'instabilité politique, les questions sécuritaires, la propagation du djihadisme a renforcé les instabilités institutionnelles qui ont abouti à des coups d'État pour répondre bon gré, mal gré à une situation politique qui est dans l'impasse. Mais il s'avère que les régimes issus de ces coups d'État ne sont pas également parvenus à apporter des réponses appropriées à la sécurité et au bon vivre ensemble entre les populations de ces deux pays. Et malheureusement, ce qui a été fait, des décisions malencontreuses ont été prises d'armer des civils dans un contexte où la sécurité intérieure n'est pas assurée, et cela a aggravé les dissensions entre les nationaux eux-mêmes et cela préfigure des conflits intercommunautaires, interethniques et qui vont, si Dieu ne nous aide pas, à prendre de telles dimensions que ce seront des guerres civiles qui vont supplanter les querelles djihadistes ou terroristes tels que nous le vivons actuellement. Donc ce sont des problèmes très graves. Ce ne sont pas les transitions dans ces deux pays qui sont responsables de la situation. Les transitions au Mali, au Burkina,
sont la conséquence d'une situation politique antérieure dégradée. En ce qui concerne notre pays, la CEDEAO a une part de responsabilité dans le laxisme qu'elle a adopté vis-à-vis des changements anticonstitutionnels pour conserver ou confisquer le pouvoir. Et cela, malheureusement chez nous, a abouti à la situation qui a conduit au 5 septembre 2021. Et le 5 septembre 2021, en Guinée, est une réponse à une situation où la CEDEAO a été très complaisante vis-à-vis du régime précédent. Donc, heureusement, en Guinée, nous faisons preuve de beaucoup plus de pragmatisme, du savoir-faire, parce que nous avons une longue histoire politique. Ouais. Nous avons eu, par le passé, des ruptures avec l'ancienne puissance coloniale. Nous avons eu des relations assez poussées avec l'ancienne Union soviétique. Nous savons de près ou de loin qu'est-ce que ces alliances ou ces coopérations ont pu amener la Guinée. Raison de plus, aujourd'hui, dans notre pays, heureusement, les autorités et la population, dans sa grande majorité, fait preuve de beaucoup plus d'esprit de retenue, de pragmatisme et recherche beaucoup plus à mettre en avant l'intérêt national que des intérêts idéologiques ou des intérêts claniques. C'est un avantage certain. Et maintenant, raison de plus que la classe politique et les autorités de la transition se donnent la main pour convaincre, pour amener ceux qui sont réticents à l'extérieur de comprendre que nous avons une voie qui est la plus conforme à l'intérêt national et à l'intérêt sous-régional. Bien. Monsieur Baouri, président de l'UDRG, donc, qui livre son regard, donc son analyse sur le dernier sommet de la CEDEAO. À présent, Talibé, une question sur la mise en œuvre du chronogramme de la transition. Alors, monsieur Ba, comme en écho au sommet de la CEDEAO, on a vu justement le comité de suivi et évaluation du chronogramme de la transition se réunir après le sommet de la CEDEAO et ensuite le ministre de l'administration du territoire recevoir les parties prenantes au cadre de dialogue. Et on a vu cette réaction que vous avez eue au sortir de cette rencontre. Cette rencontre a montré des qualités et le niveau de discussion a satisfait l'ensemble de l'auditoire. Le niveau de discussion a satisfait ou le niveau d'exécution du programme a satisfait? C'est quoi réellement votre lecture de l'exécution du chronogramme? Bon, il y a deux aspects. Le premier aspect, certains d'entre nous, notamment pour ne parler qu'en notre nom, notre coalition et d'autres n'étaient pas satisfaites de la manière dont le dialogue était conduit. N'était pas satisfaisant parce que le cadre technique ou les comités qui ont été mis en place n'avaient pas pris en compte les présidents des différentes coalitions qui composent la classe politique, membres du cadre de dialogue interguinéen. Ouais. Donc, il y avait une lacune grave, parce que c'est nous qui, au nom de nos membres, de nos partis, qui pouvons valider est-ce que oui ou non, ce qui est en train d'être fait est conforme à ce qui a été engagé, et nous sommes dépositaires d'une manière ou d'une autre d'une certaine forme de légitimité et de représentation qui fonde que nous devons être au fait de tout ce qui se fait pour convaincre et pour informer nos compatriotes et par-delà la communauté internationale sur le bienfait. Ce qui n'était pas le cas. Maintenant, avec les nouvelles dispositions qui ont été arrêtées, à chaque fois qu'il y aura un comité de suivi de la mise en œuvre des étapes de la transition, immédiatement, le ministre de l'administration du territoire recevra l'ensemble des coalitions politiques pour faire le point, pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Et de ce point de vue, c'est quelque chose qui était une lacune par le passé, qui va être comblé par ce haut niveau d'interaction et de communication. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en ce qui concerne les avancées et la situation de la mise en œuvre, par rapport au RGPH, c'est-à-dire le recensement général de la population, les financements sont bouclés. Donc,
cela va suivre son cours normal et sauf accident, ça va se terminer au-delà de la période dévolue à la transition. Oui. Par contre, pour le processus lié directement à la transition, c'est-à-dire le programme national de recensement administratif à vocation d'état civil, le PNRAVEC, s'appuiera pour avoir le fichier électoral, une partie de budget est obtenue, mais les étapes qui étaient dans le pipeline pour la période ont été exécutées, mais il faut l'apport financier substantiel pour pouvoir continuer le programme dans les mois à venir, surtout par rapport à l'achat du kit, près de 20 000, si ma mémoire est bonne, pour enrôler l'ensemble de la population, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Bien. Et c'est ce financement qui n'est pas encore bouclé, qui peut être une source d'inquiétude. Et par rapport à cela, ce que nous avons préconisé, ce que nous avons suggéré au gouvernement à travers le ministre de l'administration du territoire, c'est que les autorités mettent en place un comité ad hoc de personnalités issues du monde politique et de l'appareil gouvernemental pour plancher d'ores et déjà sur des possibilités alternatives de trouver les financements indispensables pour que nous ne puissions pas dire tant que l'extérieur n'apporte pas le nécessaire, nous allons traîner. Parce que la transition, c'est pour la Guinée et pour les Guinéens. La stabilité de notre pays, c'est pour nous. Tout retard, tout manquement est préjudiciable à notre intérêt national avant tout. Bien. Donc, il faut que d'ores et déjà, que nous nous retrouvions à un travail beaucoup plus technique, approfondi, pour rechercher les voies et moyens de trouver de manière alternative d'autres modes de financement en interne pour ne pas dépendre totalement d'un soutien qui pourrait arriver peut-être un peu tard. Bien. Voilà ce qui a été dit. Bien. Donc pour l'instant, le train de la transition est sur le bon rail. On ne peut... C'est ça, c'est sur de bons rails. Très bien. L'essentiel, à tout moment, il faut ajuster, il faut être regardé, tenir bien le guidon, surveiller la route, éviter les écueils. Et c'est ça la feuille de route de la transition. Voilà qui est bien dit. La nécessité régulièrement de se retrouver pour ajuster, pour éviter des dérapages, pour éviter des erreurs et amener chacun pour éviter des sorties de piste. À faire correctement les choses. Bien. En tout cas, il ne reste plus qu'à vous dire grand merci, M. Baouri. Merci d'avoir participé à cette émission. On a eu un Baouri très, très, très intéressant ce matin. Je pense que Manu ne me dira pas le contraire. Bien. Et c'est validé. C'est validé. Grand merci à vous. Et merci pour votre participation, votre contribution à cette émission. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Ibrahim Baben Diallo et à Ibrahim Silla qui ont conduit cette émission au plan technique. Merci à tous les 6. Et bon retour à Mohamed Kaba qui est dans nos murs ce matin. Voilà, c'est la surprise de la reprise.